Hmm. Bon, il est 19h30. On va débuter tranquillement. Il y a déjà quand même une quarantaine de personnes qui sont arrivées. Merci tout le monde d'être là. Merci particulièrement pour ceux qui sont à l'heure. Alors, même si les gens continuent de rentrer, ça ne va pas interrompre le webinaire. Alors, je vais commencer par vous souhaiter bonne journée de la Terre, hein. On a un petit peu l'impression avec le confinement que la Terre nous a mis en punition chez nous pour pouvoir se régénérer un peu. Donc, on verra comment ça va se passer par la suite, mais disons bonne journée de la Terre pour débuter.
Et donc, ce soir, on va parler de digestion, on va parler de détox un petit peu. Avec les semaines de confinement, souvent on sent la lourdeur, manque de mouvement, on mange plus. Je regardais dans la presse aujourd'hui qu'il y avait des chiffres assez impressionnants pour les épiceries comme Métro. Les gens mangent moins au resto, cuisinent plus, mais donc les dépenses n'ont pas vraiment diminué. Alors, on a coupé dans toutes les autres dépenses, la coiffure, le maquillage et tout, mais on continue de manger. En parlant de maquillage, pour les 8 personnes que je vois en pyjama, seulement vous dire que vos caméras sont partagées. C'était juste une blague, c'est pas vrai, on vous voit pas. Vos micros aussi sont éteints. Je vais les allumer à la fin de la présentation pour vous permettre de poser des questions. J'ai résolu aussi pour ceux qui étaient là lors du webinaire sur l'immunité, le problème des questions qu'on ne pouvait pas conserver suite au webinaire. Donc là, je vais pouvoir télécharger vos questions pour celles que j'aurais pas eu le temps de répondre et je vais pouvoir vous répondre dans les prochaines journées. Mais donc, je ne vais pas y répondre pendant le webinaire, évidemment, parce que ça fait beaucoup à gérer. Donc, je me présente sans plus tarder. Je vais passer tout de suite en mode présentation. Vous voyez dans votre écran à droite, vous devriez avoir accès dans la section Handout au document PowerPoint qui est en format PDF de la présentation de ce soir. Donc, moi, je vais avancer à l'écran, mais vous pouvez absolument télécharger le document. Alors, on se met en mode présentation. Et voilà, est-ce que Sophie, tu peux me confirmer que tu vois bien mon document? Donc, je vais rapetisser ça ici. Je vais juste enlever la caméra de devant, webcam. Voilà. Donc, on va débuter avec la petite mise en garde obligatoire au début des webinaires qui nous indique, attends un instant. Bon, évidemment, on teste tout ça et quand on arrive dans la vraie vie, il faut recommencer. Voilà. Donc, alors, mes points de vue, les points de vue exprimés durant la formation sont mes points de vue personnels. Ils ne sont pas nécessairement ceux d'AOR et le contenu de la formation n'a pas été évalué par la Direction des produits de santé naturelle et sans ordonnance du Canada. Les suppléments mentionnés ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir, atténuer ou prévenir une maladie quelconque. Donc, c'est vraiment un webinaire à des fins éducatives. Vous pouvez consulter vos praticiens de santé pour voir ce qui s'applique à votre cas personnellement. Et aussi une petite note au niveau de la propriété intellectuelle, évidemment, le contenu de la formation, même si ça nous fait plaisir de vous le partager, c'est du contenu d'AOR. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, la formation, elle est publique, elle est ouverte à tout le monde ce soir, donc il y en a qui sont avec nous pour la première fois. Je suis Chantal-Anne Dumas, naturopathe agréée depuis 1998, donc j'ai quand même une vingtaine d'années d'expérience clinique et je suis la conseillère médicale d'AOR depuis 2011, donc 9 ans avec cette très bonne compagnie. Et donc, à recommander les produits, à faire des formations. Je m'occupe de tout l'aspect médical d'AOR pour le Québec. Et on a une chargée de compte qui est Sophie Desharnais, qui s'occupe de tout l'aspect vente, l'aspect marketing. Donc, quand vous avez des questions par rapport aux ouvertures de compte, un produit qui est en attente ou quoi que ce soit, c'est avec Sophie. Moi, c'est vraiment le côté technique, le côté médical, mais évidemment toujours dans une perspective générale. Je ne peux pas vous conseiller pour des produits spécifiquement pour votre cas. À ce moment-là, c'est de la consultation individuelle, mais pour tout ce qui est interaction, qu'est-ce qui pourrait être l'équivalent d'un produit dans une autre gamme, etc., ça relève de mon travail chez AOR. Donc, les maladies digestives, vous êtes peut-être concerné si vous êtes quelqu'un du public, si vous êtes un praticien, vous savez qu'on voit énormément de gens, je dirais de plus en plus, avec des problèmes digestifs, de plus en plus parce que, évidemment,
On parle de plus en plus des symptômes associés à l'intolérance au gluten. Donc, des gens qui avaient toutes sortes de problèmes avant, qui n'étaient pas nécessairement capables de les nommer, ont réussi à faire des liens. Notre alimentation s'en va pas en s'améliorant, malheureusement. C'est sûr que, parallèlement à ce que on voit qu'il y a plus de gens qui mangent biologique, qui mangent local et tout ça, mais ça reste que de manière globale, notre alimentation, bon, elle souffre d'importantes carences. Il y a beaucoup d'engrais chimiques, etc., qui sont rajoutés. Donc, tout ça a un impact sur notre tube digestif. Au Canada, on a plus de 20 millions de personnes qui souffrent de troubles digestifs chaque année. Donc, pour les besoins de la cause, parce que vous savez, nous, en naturopathie, on ne s'intéresse pas tellement aux étiquettes ou aux diagnostics médicaux, on s'intéresse au processus parce qu'on veut voir qu'est-ce qui cause le problème. Donc, on va aller s'adresser aux causes sous-jacentes. Et des fois, les mêmes causes vont se présenter de manière différente d'un point de vue clinique. Et à l'inverse, des fois, on a des gens qui ont le même diagnostic, mais qui n'auront pas les mêmes types de symptômes. Donc, pour nous, c'est vraiment les causes des causes qui nous intéressent. Alors, on va plutôt aller s'intéresser à ce qui arrive derrière. Et c'est pourquoi on se permet de regrouper les maladies digestives dans un grand ensemble et on va les adresser aussi par groupe. On ne va pas faire ça maladie par maladie, sauf quelques cas particuliers. Donc là-dedans, on inclut tout ce qui est intolérance, lactose, sensibilité au gluten, maladie cœliaque comme telle, constipation, diarrhée, calcul biliaire, brûlure d'estomac, le reflux gastro-œsophagien, syndrome du côlon irritable, toutes les maladies inflammatoires de l'intestin également. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de causes communes. Donc, ça fait absolument du sens de mettre tout ça ensemble. Alors, comme j'aime souvent le dire, les suppléments sont là pour supplémenter le mode de vie. Ils ne devraient pas être là pour remplacer le mode de vie. Évidemment, notre corps, que ce soit au niveau de la détox, que ce soit au niveau de retrouver son homéostasie, hein, le fameux concept d'équilibre en naturopathie, le corps, il a ce qu'il faut pour faire ça. Mais le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, si on n'a plus les nutriments qui nous permettent de le faire et que la quantité de toxines à laquelle on est exposé ou la quantité de stress ou la quantité de sucre est vraiment supérieure à la capacité du corps à retrouver son équilibre, c'est là où on va se ramasser avec des maladies. Donc, c'est bien important d'aller adresser ces facteurs-là et non pas juste d'essayer de trouver un supplément qui va compenser. C'est pour ça que souvent, les gens vont nous dire quel produit je devrais prendre pour tel problème. Et bon, c'est sûr qu'il y a des produits qui peuvent adresser des symptômes particuliers. On les appelle des produits symptomatiques d'ailleurs. Mais on aime beaucoup mieux aller adresser les causes. Donc, comme je vais dire souvent, une insomnie d'1 heure à 3 heures le matin, qui est l'heure du foie en médecine chinoise, n'est pas la même insomnie que la personne qui a de la difficulté à s'endormir parce que c'est une constitution nerveuse et son cortisol qui a été déclenché dans un stress dans le trafic en rentrant du travail n'arrive plus à faire descendre son taux de cortisol suffisamment pour trouver le sommeil. Ce ne sera pas les mêmes causes qui vont causer l'insomnie. Donc, évidemment, ce ne sera pas les mêmes solutions qu'on va chercher. Alors, c'est jamais quel produit pour quel problème, mais c'est plutôt c'est qui la personne qui est devant moi. Donc, c'est là où on veut vraiment aller chercher les causes sous-jacentes à tout ça. Alors, là-dedans, ben, on va essayer d'aller corriger tout ce qu'on peut au niveau du mode de vie, parce que ce qu'on peut faire avec le mode de vie, avec l'alimentation, évidemment, on n'aura pas besoin de le faire avec des suppléments. Donc, ça va coûter moins de sous, on va avoir moins de suppléments à prendre. Alors, dans les premières choses à vérifier pour l'ensemble des troubles digestifs, c'est d'essayer de tendre vers une alimentation qui va être variée, simplifiée, ça veut dire le moins transformé possible, coloré parce que dans les couleurs des fruits et des légumes, on va retrouver des pigments. Ce sont des substances phytochimiques qui ont des propriétés antioxydantes. Donc, on va tendre vers un régime comme par exemple le régime méditerranéen qui est très équilibré, qui dans toutes les études épidémiologiques, donc au niveau des population, on peut voir que c'est le type de régime qui va favoriser la bonne santé, tant au niveau cardiovasculaire que des troubles digestifs, que la longévité. Donc, ça serait vraiment un type de diète comme celle-là qui est plutôt équilibrée. Ce qu'on veut aussi en ayant une alimentation variée, c'est d'éliminer les aliments allergènes. Et vous savez, oui, c'est sûr que les aliments les plus allergènes comme le gluten, les produits laitiers, le soya, le maïs sont en tête de liste. Mais il faut penser que tout aliment qu'on consomme trop, hein, qu'on consomme à tous les jours de notre vie,
a le potentiel de devenir aussi allergisant. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher une alimentation variée. Variée aussi parce que des aliments parfaits, il n'y en a plus en ce moment. Souvent, les gens me disent, oui, mais si j'enlève ça, qu'est-ce que je mange? Et c'est la grande question parce que des aliments parfaits, il n'en a plus. Mais si on a une alimentation variée, c'est que ça va nous permettre d'une part d'aller chercher plusieurs types de nutriments, mais d'autre part aussi de minimiser l'impact négatif que pourrait avoir, par exemple, les métaux lourds qu'on va retrouver dans le poisson. Les gens qui mangent du poisson tous les jours vont finir par avoir un problème de toxicité au mercure. Donc, évidemment, selon leur capacité de détox, c'est ce qu'on va voir plus loin, mais tout ça pour dire que la variété dans l'alimentation, ça résout déjà en soi-même beaucoup de problèmes. Ensuite, l'importance des fibres. Je vais vous en parler aussi plus loin. Et depuis qu'on a vraiment mis l'emphase sur les probiotiques, et c'est très bien, mais on a un petit peu oublié l'importance des fibres et également des enzymes. Donc, ça va être des petits points qu'on va décortiquer ensemble. Ensuite, l'eau. Donc, de prendre minimalement 1,5 litre d'eau par jour. On cherche une eau qui est le plus près possible de 100 parties par million de minéraux à l'intérieur. On ne veut pas une eau qui est trop minéralisée parce que ça peut créer des dépôts calciques à la longue. Donc, vraiment de consommer suffisamment d'eau aussi. Comme j'aime répéter, on ne fait pas de ménage si on n'a pas d'eau. Donc, prendre des suppléments pour faire des cures, si on ne boit pas suffisamment d'eau, ça ne fait strictement aucun sens. Donc, vraiment, 1,5, c'est le minimum à consommer à tous les jours. Ensuite, pour tout ce qui est reflux gastrique, acidité, faire attention aux TAC. Ce sont le tabac, l'alcool et le café. Particulièrement, il y en a d'autres, mais ça, ce sont les points de base. Procéder à des cures de détox régulièrement, on va en parler. La gestion du stress. Vous savez, le stress, on en parle dans tous les webinaires parce que c'est une pierre angulaire. Et si on ne règle pas le stress, on ne peut rien régler, et particulièrement au niveau de la digestion. Je vais vous expliquer pourquoi. On veut éliminer aussi les agents pathogènes et autres intrus parce qu'évidemment, on peut avoir des bactéries comme l'Helicobacter pylori qui peuvent avoir un impact sur les problèmes digestifs. Choisir judicieusement nos amis, ça veut dire les bonnes bactéries. Ensuite, notre santé dentaire. Vous savez, il y a 30% au moins de notre digestion qui débute dans la bouche. Donc, si on a des problèmes à mastiquer, si on a des problèmes, des douleurs au niveau des dents, qu'on n'amorce pas bien le travail de digestion dans la bouche, ça va se répercuter tout le long de notre tube digestif parce qu'on va se ramasser avec des particules mal digérées, avec le stress qui comprime nos organes digestifs. Donc, vraiment, l'importance de notre santé dentaire. Ensuite, l'activité physique, c'est important de bouger minimalement pendant 20 minutes par jour parce que les muscles le long de notre tractus digestif sont des muscles passifs, donc ils vont être stimulés par le mouvement. Alors, vraiment, vraiment important de bouger régulièrement. Alors, on va commencer par le haut, on va commencer par le reflux gastro-œsophagien. Je pense qu'on a tous déjà expérimenté cette désagréable sensation à un moment donné. Donc, c'est un trouble digestif qui est très fréquent également. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que le bol alimentaire qui n'a pas été bien digéré va remonter dans la tuyauterie, entre guillemets, et c'est causé par l'anneau, un muscle, en fait, là, qui est comme un sphincter entre notre œsophage et notre estomac. Et quand ce muscle-là est trop laxe, hein, qu'il se relâche, ou s'il y a une pression qui part du bas, par exemple, durant la grossesse, hein, on peut éprouver le reflux dans la grossesse, même si on ne faisait pas nécessairement, si on ne souffrait pas de ce problème avant la grossesse parce qu'il y a une pression accrue sur ce fameux sphincter. Donc, dans le cas de la digestion normale, ce muscle, ce sphincter inférieur à l'œsophage va s'ouvrir pour permettre à la nourriture de passer dans l'estomac, puis il va se refermer pour empêcher que la nourriture et les sucs gastriques acides refluent vers l'œsophage. Dans les cas de reflux gastro-œsophagien, ce qui va se passer, c'est que le fameux sphincter va rester ouvert et là, on va ressentir l'effet de l'acide et du bol gastrique qui va remonter. Alors, la philosophie commune ou le paradigme courant par rapport à ça, c'est qu'on va dire qu'il y a trop d'acide chlorhydrique. Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Donc, parmi les facteurs de risque, on va commencer avec ça. Bon, on peut souffrir d'une hernie au niveau de ce sphincter, l'obésité, la grossesse, comme on le mentionnait, qui vont créer une pression. Certains aliments et boissons,
Par exemple, la menthe, parce que la menthe, elle a un effet relaxant justement, et donc elle va faire que le fameux sphincter va rester relâché. Évidemment, si on a en plus des positions comme la position couchée, on va favoriser le reflux du bol alimentaire. Le tabagisme et la malabsorption des glucides. Pourquoi? Parce que quand il y a un processus de fermentation qui s'amorce dans notre estomac, bien, ça va créer des gaz et les gaz vont créer une espèce de pression sur le sphincter et favoriser à ce moment-là que le bol alimentaire remonte dans notre estomac. Les conséquences de ça à long terme, c'est que toutes ces petites micro-lésions vont cicatriser. Donc, il va y avoir un petit peu de la cicatrisation un peu partout qui va affecter notre digestion. Ça peut créer une constriction parce qu'imaginez, il y a du tissu cicatriciel. Il y a des ulcérations régulièrement aussi. Hein, ça brûle parce que le tissu est lacéré, est ulcéré. Et à la longue, si on ne règle pas le problème, ça peut mener à des choses sérieuses comme le cancer de l'œsophage, mais aussi du reste du tube digestif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du côté pharmaceutique? Les solutions tampons. Hein? La première chose, c'est qu'on va consommer des médicaments en vente libre comme les antiacides. Et ce que ça fait un antiacide, c'est tout simplement qu'on vous donne des doses élevées de minéraux qui sont alcalins. Ça ferait la même chose si vous preniez, par exemple, du bicarbonate de soude et vous venez tamponner l'acidité qui est produite par votre estomac. Donc, comme c'est neutre, maintenant, ça a un pH neutre, vous n'allez pas sentir l'effet de brûlement. Le problème avec ça, c'est que cet acide-là dans votre estomac, elle sert à quelque chose. Elle a deux fonctions super importantes. La première, c'est de digérer vos aliments, donc pour nous permettre de pouvoir absorber nos protéines, nos acides gras, nos minéraux. Et l'autre fonction, c'est que c'est la porte d'entrée de notre système immunitaire. Il y a beaucoup de bactéries, même les virus, on en parle tellement ces temps-ci, mais qui vont être neutralisées par notre acidité chlorhydrique. Alors imaginez si on neutralise toujours l'acidité en apportant des minéraux alcalinisants en grande quantité. Je ne vous parle pas du calcium et du magnésium, là, je vous parle de prendre un médicament antiacide. Bien, évidemment, vous allez avoir un impact un peu plus loin dans la chaîne digestive. Et c'est souvent ça le problème de beaucoup de médicaments. Ça fait le travail sur ce qu'on veut que ça agisse, mais on ne s'occupe pas de la conséquence de tout ça, ni de la cause. Donc, il faut continuer régulièrement de prendre ces médicaments. Évidemment, si on est un vendeur de médicaments, ça peut faire notre affaire que ça fonctionne comme ça, mais si on s'intéresse réellement à la santé, on veut plutôt comprendre ce qui se passe pour essayer d'aller résoudre le problème et ne pas dépendre des médicaments. Ensuite, à part les antacides, il y a les bloqueurs d'acide chlorhydrique. Donc, eux vont interférer directement avec la sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac. On a les inhibiteurs de pompe à protons. Eux, ils vont inhiber l'enzyme qui, elle, sécrète l'acide. Donc, différents mécanismes d'action, mais toujours la même conséquence, c'est-à-dire qu'on cherche à neutraliser la production d'acide parce que dans le paradigme médical conventionnel, on pense que s'il y a un reflux, c'est parce qu'il y a trop d'acide. Pas d'accord, on va voir pourquoi. Alors, il y a beaucoup de sous à faire avec ces médicaments-là, des dépenses au niveau des programmes publics de médicaments en 2017 de près de 200 millions de dollars. Donc, c'est un problème, comme je vous disais, qui est très, très, très fréquent et les médicaments sont beaucoup, beaucoup utilisés. Bon, on revient avec le problème d'avancer la diapositive. Un petit instant. Ça, là, comme je l'ai. Bon. Alors, les conséquences à long terme, comme je le mentionnais, bien, il y a des risques au niveau de la santé. Il y a beaucoup d'études, je vous ai mis des liens, mais il y en avait beaucoup plus que ça, qui montrent une association entre les médicaments, particulièrement les inhibiteurs de pompe à protons, et les fractures, parce que, comme je disais, si on bloque l'absorption des minéraux, bien, la conséquence, c'est qu'on peut aller vers l'ostéopénie et éventuellement l'ostéoporose. Les problèmes hépatiques, par exemple, il y a plus de calculs biliaires qui vont survenir chez les gens qui prennent ce type de médicaments.
maladies cœliaques, les accidents cardiovasculaires. Bref, ils ne sont pas du tout anodins et sans conséquences. Et au niveau des carences nutritives, ben, tout ce qui est minéraux, tout ce qui est protéines, tout ce qui est acides gras, certaines vitamines super importantes comme la vitamine B12, l'acide folique, vont également être privées d'absorption. Et quand on pense à ça, vous savez, il y a énormément de personnes âgées qui consomment les médicaments inhibiteurs d'acide. C'est presque un réflexe pour certains médecins. Et vous savez que la vitamine B12 est tellement importante au niveau de la santé cognitive, donc pour prévenir le déclin cognitif, la démence, l'Alzheimer. Et imaginez donc énormément de gens chez qui on pourrait aider à recouvrer ou en tout cas à diminuer l'impact de certains troubles cognitifs, simplement si on leur permettait d'absorber leur B12 ou même qu'on les supplémentait en B12 en enlevant ces fameux médicaments. Alors, je vous disais, est-ce que vraiment le problème, c'est l'acide chlorhydrique? Et bon, autant l'expérience clinique que la science tend à nous démontrer que non, le problème, c'est pas un excès d'acide chlorhydrique. Premièrement, parce que la production d'acide tend à diminuer alors qu'on vieillit, alors que le reflux gastro-œsophagien, lui, s'en va en augmentant. Donc, réfléchissez, si le problème, c'était un excès d'acide, mais si on a moins d'acide, on devrait avoir moins de reflux gastrique, alors que c'est l'inverse qui survient. Jonathan Wright, un des médecins fonctionnels, un des pionniers, je dirais, en médecine fonctionnelle aux États-Unis, dans son livre Why Stomach Acid is Good for You, il nous dit qu'il a testé les gens de plus de 40 ans et 90 du temps, le problème était un manque d'acide chlorhydrique et non pas un excès. Donc, pourquoi le manque? Parce qu'évidemment, si les aliments séjournent plus longtemps dans l'estomac, ils vont avoir tendance à fermenter, à putréfier, à créer des gaz qui vont créer cette pression sur le sphincter dont on parlait tout à l'heure et produire du reflux. Donc, en général, c'est plutôt parce qu'on a un manque d'acide. Et l'autre preuve qu'on a de ça, c'est que lorsqu'on donne des suppléments qui contiennent de la bétaine, c'est bétaine HCl ou des suppléments qui contiennent de l'acide chlorhydrique, les symptômes vont disparaître. Donc, ça nous prouve que le problème est en fait une carence au niveau de l'acide et non pas un excès. L'autre chose aussi, souvent, la deuxième phase du foie est engorgée, on va voir ça un peu plus loin. Et si ça bloque, c'est comme de la tuyauterie, hein? Si la tuyauterie de l'évier est bloquée, bien, ça va remonter dans l'évier. Donc, il y a des problèmes aussi au niveau de la digestion. Alors, je vous parlais tout à l'heure que c'est très, très important de gérer le stress si on veut pouvoir résoudre les problèmes au niveau du reflux gastro-œsophagien, mais aussi tous les problèmes digestifs. Pourquoi? Bien, tout simplement, imaginez, le stress, c'est une réponse physiologique absolument vitale et utile. On en parle souvent en termes négatifs, mais on oublie que face à un danger immédiat, comme si on a un lion qui nous court après, bien, c'est très utile de pouvoir prendre la fuite ou de lutter contre l'agresseur. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, on fait face au lion à tous les matins quand on arrive au travail, un peu moins en confinement, mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'on a un lion à la maison, alors ça ne règle pas vraiment la question de ne plus se rendre au travail. Mais donc, ça veut dire qu'on est régulièrement exposé au stress et quand on est en train de prendre la lutte ou la fuite, évidemment, nos organes digestifs ne vont pas être en train de digérer, on va envoyer le sang aux extrémités pour pouvoir se battre ou fuir, et donc il n'y aura pas d'énergie et d'afflux sanguin et tout ça dans notre tube digestif. Donc, quand on vit du stress chronique, eh bien, ce stress va vraiment avoir un impact au niveau de notre microbiote aussi intestinal et il va faire qu'on va relâcher des hormones de stress qui vont comprimer tout ça et ça a un impact direct au niveau tant du processus digestif qu'un peu plus loin dans notre transit intestinal. Donc, ce n'est pas juste moi qui vous le dis, ce n'est pas un concept de naturopathe. Il y a des études qui existent. Il y a une étude qui avait été faite en Asie où on a associé les symptômes de l'œsophagite avec le stress psychosocial. C'est une étude sur près de 7000 personnes et on a vraiment vu qu'il y avait une association significative entre le taux de stress psychologique qu'on a calculé dans des petits questionnaires et la gravité de l'œsophagite par reflux. Donc, vraiment, il y a un lien direct là, de cause à effet. Et donc, le stress, bon, comme je disais, ça va affecter la digestion, mais ça affecte tout, hein, même dans les cas d'ostéoporose, les cas d'immunité, on a beaucoup parlé en lien avec l'immunité.
Donc, il faut déjà adresser le stress avant de penser à donner des probiotiques, des enzymes et tout ça. Et c'est là où c'est important de comprendre aussi, hein. Souvent, les gens vont aller en magasin ou en pharmacie avec une liste de problèmes, puis la liste de suppléments qu'ils veulent. Ils ont fait la recherche sur Google, mais très souvent, si on est un bon naturopathe, un bon clinicien, on va être capable de mettre, euh, euh, de faire des liens entre ces différents symptômes et les différents produits à proposer. Donc, si la personne qui vous arrive, c'est une personne qui vit beaucoup de stress, d'anxiété, c'est pas le temps de lui donner des probiotiques ou des enzymes. C'est le temps de la déstresser. Alors, son corps va être capable ensuite de faire ce qu'il doit faire tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va adopter les adaptogènes. Les adaptogènes, c'est des substances autant d'origine végétale. On a beaucoup de plantes adaptogènes. Vous connaissez certainement tout ce qui est ginseng, rhodiola, ashwagandha, mais on a aussi les extraits de glandes surrénales. Donc, je pourrais vous faire une belle présentation de 2 heures juste sur les adaptogènes, mais comme ce n'est pas le but de ce soir, j'ai choisi de vous parler plus spécifiquement de l'ashwagandha. Alors, dans la phase de stress, comme je disais tantôt, normalement, c'est la lutte ou la fuite. Donc, il y a la phase où on fait face à l'agresseur. Ensuite, on a un niveau d'énergie qui est la phase de résistance plus ou moins longue qui va nous permettre soit de se sauver ou soit de combattre l'agresseur. Et si la situation n'est pas résolue, éventuellement, on fait face à la phase d'épuisement. Et c'est ce qu'on va appeler en bon québécois un burn-out. Alors, il y a des plantes qui vont agir à différents niveaux, mais c'est pas toujours coupé au couteau, c'est pas toujours clair quand on consulte de dire à quel endroit on est rendu dans notre phase. Donc, c'est pour ça que souvent les produits vont être des synergies de différentes plantes. On a par exemple le produit Ortho Adapt qui fonctionne super bien chez Aware, mélange de plantes avec des extraits de surrénal porcine, mais donc je vous parle, pardon, bovine, mais je vous parle ce soir plus spécifiquement de l'ashwagandha parce que l'ashwagandha a des propriétés particulières au niveau du tube digestif, donc il fait comme d'une pierre deux coups. Alors, l'ashwagandha, qu'on appelle Witania somnifera de son nom latin, c'est une plante qui a un long historique d'utilisation. C'est ce qu'on appelle un rasayana ou une espèce de panacée en médecine ayurvédique traditionnelle. Donc, les adaptogènes, on le dit, vont aider à soutenir nos surrénales de différentes façons et selon la nature des principes actifs de la plante, ben, ils vont faire qu'on va avoir un pic de cortisol moins élevé ou qu'on va être, on va pouvoir sauvegarder la vitamine C à l'intérieur de notre glande pour qu'elle puisse, notre glande surrénale, pour qu'elle puisse agir plus longtemps. Donc, c'est le cas de l'ashwagandha. Alors, les études pharmacologiques ont trouvé énormément de propriétés à l'ashwagandha, entre autres des propriétés anti-inflammatoires neuroprotectrices. Elle améliore la mémoire. Elle va faire un paquet de choses qui peuvent être intéressantes au-delà des troubles digestifs. Donc, propriétés anxiolytiques, évidemment calmantes, qui vont favoriser l'induction du sommeil, antioxydantes, antibactériennes. Donc, l'ashwagandha a été testée, par exemple, contre l'Escherichia coli, hein, qui va causer souvent les infections urinaires, des staphylococcus. Donc, vraiment, elle va avoir un effet antibactérien qui va être intéressant si on a peut-être des parasites un petit peu plus loin. Donc, au niveau du stress et l'anxiété, encore une fois, je vous présente les études avec référence un peu partout. Une étude qui a été réalisée en 2009 en Inde. Et ce que cette étude-là nous montre, en fait, c'est que les gens qui prenaient 250 mg d'ashwagandha ont eu un impact intéressant au niveau des symptômes qui sont associés au stress. Mais lorsqu'on prenait une dose de 600 mg, en fait, on avait un éventail plus grand de bienfaits et particulièrement au niveau de la qualité du sommeil. Le 250 mg n'avait pas vraiment d'impact, mais 600 mg à ce moment-là avait un impact. Donc, la conclusion, c'est que l'extrait aqueux, c'était dans ce cas-là une teinture mère de racines d'ashwagandha, a été bénéfique pour réduire le stress et l'anxiété en dehors des autres applications spécifiques liées à la santé, donc au-delà de son action antioxydante, etc. Donc, à retenir, c'est que c'est important d'avoir un dosage thérapeutique pour que ça fasse effet. Alors, le produit qu'on a chez Aware, évidemment, c'est du 600 mg parce qu'on s'enligne toujours sur les résultats cliniques pour vous donner des produits qui sont validés cliniquement. Et vous remarquez ici qu'on a un format de 120 VG capsules. Donc, ça, c'est un autre petit truc.
très souvent, on va respecter, pas très souvent, on va toujours respecter les recommandations de Santé Canada, c'est-à-dire que si, par exemple, Santé Canada nous dit c'est 600 mg 2 fois par jour, c'est ce qu'on va vous écrire dans les recommandations. Mais si vous voyez qu'il y a 120 VG capsules dans la bouteille, vous savez à ce moment-là que le dosage clinique, ça serait 4 capsules par jour parce qu'on va y aller vers un produit qui va vous convenir pour un mois. Donc, on y va toujours avec le dosage optimal, mais aussi le nombre de capsules qui serait optimal d'un point de vue clinique au-delà des recommandations régulières. Donc, c'est un petit truc et c'est aussi un bon point parce que des fois, si vous voulez comparer les prix des produits à Aware avec d'autres produits en tablette, bien, vous assurez que vous comparez des pommes avec des pommes. Donc, vous regardez vraiment pour du 600 mg d'un extrait qui est standardisé. Donc, on vous garantit la présence, dans ce cas-ci, des withanolides et des cytoindosides, qui sont les principaux principes actifs connus, et la dose efficace et qu'il y en ait suffisamment également pour avoir une réponse thérapeutique. Donc, c'est un puissant adaptogène, mais avec des effets complémentaires au niveau bactérien, etc., qui en ferait, selon moi, le meilleur produit au niveau de gérer l'anxiété dans des problèmes digestifs. C'est pas le seul. Comme je disais, il y a beaucoup d'adaptogènes. Si vous prenez du rhodiologue, ça fonctionne bien pour vous. Vous prenez de la théanine, ça fonctionne bien pour vous. Il n'y a pas de problème. Je voulais simplement vous présenter une option. On arrive à l'Hélicobacter pylori, qui est souvent blâmé. Vous savez, les gens vont vous dire, oui, j'ai testé positif et je prends un antibiotique. Ça aussi, il faut faire attention parce que l'Hélicobacter pylori est une bactérie qui est présente chez 50 de la population. Et comme vous le savez, il n'y a pas 50 des gens qui font du reflux gastrique ou qui ont des problèmes d'ulcère d'estomac. L'Hélicobacter pylori, c'est comme une espèce d'opportuniste. Elle est là chez plein de gens. Elle ne cause pas nécessairement de troubles tant que notre alimentation est correcte, notre niveau de stress est correct, on boit notre eau. Mais si à un moment donné, tous les facteurs sont déséquilibrés, ben c'est comme si l'Hélicobacter pylori va prendre avantage de la situation. Inversement, il y a des gens aussi qui font du reflux, qui font des ulcères et qui n'ont pas l'Hélicobacter pylori. Donc, c'est une de ces situations où la bactérie est présente, mais on ne peut pas dire que c'est elle qui cause à 100 les problèmes de reflux gastro-œsophagien et même qu'on a pu remarquer, ça a été démontré dans des études cliniques, que la présence de la bactérie est inversement associée au reflux gastro-œsophagien. Alors, comment ça se peut? Bien, tout simplement parce qu'elle a un effet suppresseur d'acide. Donc, quand il y a beaucoup d'Helicobacter pylori présents, ça supprime l'acide, ça rend le terrain plus alcalin. Donc, en général, les gens vont même avoir moins de reflux acide quand ils ont la bactérie. Donc, c'est important d'aller voir les causes, vous savez, de ne pas juste se laisser emporter par des grands titres, mais d'aller comprendre comment notre biochimie fonctionne. Donc, l'Hélicobacter pylori n'est pas la cause du reflux gastro-œsophagien. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en occupera pas. C'est quand même important parce qu'elle peut être associée à certains types de cancers gastriques. Donc, ça reste quelque chose qu'on aime contrôler ou à tout le moins moduler. Et il y a des facteurs de risque connus. Bon, par exemple, on sait que ça va survenir plus dans des environnements où le côté sanitaire est un peu moins présent, où est-ce que les gens ont moins de variété alimentaire, etc. Et donc, les facteurs de protection, ça va être encore là au niveau alimentaire, consommation fréquente de fruits et de légumes, particulièrement ceux qui sont riches en vitamine C. Donc, on va aller l'adresser, mais nous, on va le faire avec des plantes. Il y a des plantes qui fonctionnent extrêmement bien pour gérer l'Hélicobacter pylori. Donc, celle que je vais vous présenter ce soir, c'est la gomme mastic, qu'on appelle Pistachia lentiscus de son nom latin. Et donc, vous avez une belle étude du New England Journal of Medicine qui nous dit qu'elle a un effet direct de tuer ou d'éliminer l'Hélicobacter pylori, donc une activité antibactérienne certaine contre H. pylori. Et donc, ça finit par avoir un effet anti-ulcère. Si l'ulcère, on suppose qu'il est causé par la bactérie. Comme on a vu, ce n'est pas juste ça, mais en tout cas, ça fait partie d'eux. Donc, qu'est-ce que c'est cette fameuse gomme mastic? Bien, c'est issu d'un arbre qu'on retrouve sur une île en Grèce qui est souvent associée à l'île d'Hippocrate. Et on l'utilise en Méditerranée comme un condiment. On l'utilise dans l'alimentation, mais quand on la concentre pour en faire des doses cliniques, bien, on a vu qu'elle a cet effet anti
anti-ulcère, anti-Helicobacter pylori. Donc, chez AOR, le produit, vous pouvez l'acheter tout seul. Donc, vous l'avez ici à raison de 400 mg par VG capsule qu'on pourrait prendre 3 fois par jour avant de manger, un bon 15 minutes avant de manger. Et ce produit va aider à soulager les brûlures d'estomac, à guérir et apaiser les douleurs, mais aussi l'irritation. Et il va inhiber l'action de la fameuse bactérie Helicobacter pylori. Donc, ça serait une option pour la gomme mastic. Il y en a une que je préfère parce qu'elle a un spectre d'action beaucoup plus large, c'est de retrouver la gomme mastic à l'intérieur du produit qu'on appelle Gastro Relief. Gastro Relief, c'est vraiment notre produit shower le plus populaire pour les troubles digestifs. Les gens s'en servent beaucoup aussi pour faire du sevrage, justement, de ces fameux médicaments dont on parlait tout à l'heure, les inhibiteurs de pompe à protons, les antiacides et ceux qui bloquent le récepteur H2. Alors, on peut quitter ces médicaments. Évidemment, il n'y a pas de risque là, de faire une crise cardiaque ou quoi que ce soit. Vous en discutez avec votre médecin. Mais les gens me disent, oui, mais ça fait mal quand je ne prends pas le médicament. Ben oui, parce que le reflux, vous ne l'avez pas résolu avec vos fameux médicaments. Vous avez caché les symptômes. Donc, vous pourriez, dans ce cas-ci, les remplacer par un produit comme le Gastro Relief, le temps d'adresser les causes sous-jacentes qui s'en viennent un petit peu plus loin. Donc, le Gastro Relief contient du gingembre, il contient de la carnosine de zinc, la gomme mastic qu'on vient de voir, de l'acide ascorbique ou de la vitamine C. Il contient du nitrate de potassium qu'on appelle le NOx chez AOR et de l'alginate de sodium. Et on va parler un petit peu de chacun des ingrédients. Donc, la gomme mastic, on l'a vu. Il y a une belle étude au niveau de la gomme mastic où on l'a comparée avec un médicament prescrit et on a vu dans le cas de la gomme mastic 80 d'amélioration en 2 semaines chez les patients et 70 qui ont été vraiment guéris et c'était par validation gastroscopique. Donc, on a vu vraiment, on a fait les tests. Et pourquoi ça guérit? Mais c'est parce que ça ne fait pas juste éliminer l'Helicobacter pylori, mais ça a un effet vraiment de réparer la muqueuse gastrique. Le nitrate de potassium, ce qu'il va faire, c'est que c'est un précurseur de l'oxyde nitrique. Il va favoriser la relaxation des vaisseaux. Donc, toutes les substances qui sont associées au NOx vont arriver au site d'action de manière plus efficace. Mais le NOx a aussi un effet directement antibactérien d'une part, mais aussi de guérison sur les ulcères. Alors, on a plusieurs produits chez AOR qui sont associés à cette fameuse molécule qu'on appelle l'oxyde nitrique. En fait, l'oxyde nitrique, c'est ce qu'on trouve aussi très concentré dans le jus de betterave, par exemple. C'est pour ça que des cures de jus de betterave vont avoir un impact au niveau des maladies cardiovasculaires notamment. Alors, on a le nitrate de potassium dans le Gastro Relief. L'acide chlorhydrique, parce que comme on a vu, le reflux est un problème de manque d'acide et non pas d'excès. Donc, on rajoute l'acide ascorbique. L'acide alginique ou l'alginate de sodium, c'est l'ingrédient qu'on retrouve dans le produit commercial qu'on appelle le Gaviscon. Et ce que va faire ce produit, en fait, c'est vraiment créer un film au-dessus du bol alimentaire et des acides gastriques pour les empêcher de remonter dans le tube digestif. Donc, ça va faire qu'on n'aura pas ces fameux symptômes désagréables. La carnosine de zinc, une autre substance très, très bien étudiée au niveau de la prévention des agressions contre les muqueuses gastriques, propriétés anti-ulcères, et ça va augmenter l'hème oxygénase, donc encore là, favoriser la guérison des parois gastriques. L'extrait de gingembre, le gingembre, on le connaît bien, il y a des propriétés anti-inflammatoires, spasmolytiques, donc ils vont permettre de relâcher de manière intéressante au niveau des intestins, et antiémétiques, donc calmer les maux de cœur, mais ce qu'on trouve intéressant aussi avec le gingembre, c'est qu'il y a un côté cholagogue cholérétique qui va travailler au niveau de la production de bile. Alors, toutes ces substances-là combinées dans le Gastro Relief, c'est un produit qui vient en VG capsule, donc vous pouvez toujours l'ouvrir. Si vous voulez le donner à des enfants, vous ouvrez la capsule, vous le donnez avant les repas. Et donc, c'est important de le prendre avant de manger. Une à deux gélules, VG capsules avant le repas. Évidemment, vous modulez selon les besoins, mais c'est important de le prendre avant de manger. Donc, ça conclut un petit peu pour l'aspect du reflux. On va passer maintenant aux enzymes. Comme je vous disais, les enzymes, depuis qu'on s'intéresse beaucoup aux probiotiques, on a malheureusement
oublier un petit peu l'importance des enzymes. Et c'est dommage parce que les enzymes, ce sont des catalyseurs, c'est-à-dire que tous les processus métaboliques ou à peu près dans notre corps vont être déclenchés et vont être réalisés grâce aux enzymes. Donc, il y a une partie des enzymes qui vient avec nous. Il y a une partie des enzymes qu'on se procure grâce à notre alimentation, à condition évidemment de manger des aliments vivants. Parce que, évidemment, dans le macaroni, qui peut rester en vie, ben pas en vie, mais en bon état, on va dire, pendant des mois dans une boîte. Il n'y a plus rien de vivant là-dedans. Donc, vous n'aurez pas d'enzymes dans des aliments qui se conservent très longtemps. Mais dans tout ce qui est frais, les fruits, les légumes, les aliments fermentés, vous allez retrouver à ce moment-là beaucoup d'enzymes. Donc, les enzymes servent à accélérer, comme je disais, les réactions biochimiques dans notre corps. Elles sont essentielles à la vie, mais très souvent sous-estimées. Un des premiers rôles des enzymes au niveau digestif, ça va être de transformer nos aliments en des nutriments, c'est-à-dire qu'on va prendre des grosses molécules puis on va les rendre plus petites pour pouvoir, à ce moment-là, les absorber efficacement, éliminer ce qu'on n'a pas besoin et ça va nous permettre de pouvoir à ne pas avoir de carence nutritive. Ça va aider également à réduire les risques d'allergie parce que plus les molécules arrivent dans notre intestin sans avoir été bien digéré, plus on aura un intestin poreux sur lequel on va revenir, plus on a un risque de déclencher une réaction immunitaire à ce moment-là. Alors, c'est très important que le processus de digestion se fasse bien. Donc, on commence par bien mastiquer. C'est important d'avoir suffisamment d'eau. Il y a beaucoup d'enzymes dont les cofacteurs sont de l'eau. Alors, important de boire de l'eau, pas nécessairement en prendre trop en mangeant, mais d'en prendre dans le courant de la journée, qu'il y ait de l'acide chlorhydrique dans notre estomac et qu'on ait des enzymes pour faire le travail de digestion. Donc, on va réduire le risque d'allergie, on va réduire le risque de maladies auto-immunes, qui sont des réactions qui vont survenir parce que ces grosses molécules mal digérées sont en circulation dans notre système et on va favoriser l'absorption de nos nutriments. On peut utiliser également les enzymes pour une autre fonction. On peut les prendre à l'extérieur des repas pour aller digérer les complexes immuns, donc pour réduire les symptômes associés aux allergies et pour réduire l'inflammation. Donc, autant au niveau des maladies cardiovasculaires, autant au niveau des blessures sportives. Vous savez que le point commun de la plupart des maladies chroniques, c'est l'inflammation. Donc, on peut prendre les enzymes à l'extérieur des repas. C'est important, si vous faites ça, de vous assurer que les enzymes que vous prenez ne contiennent pas d'acide chlorhydrique, parce que si vous prenez des enzymes avec de l'acide à l'extérieur des repas, vous allez trouver que ça ne fait pas du bien. Donc, chez Aware, il n'y a pas de problème, on n'a pas d'acide chlorhydrique dans nos produits, mais simplement une petite note au cas où vous utilisez d'autres marques. Alors, quelques-uns des symptômes de carence en enzymes digestives. Bon, pour ceux qui sont peut-être arrivés en retard, vous pouvez télécharger le document en format PDF. Il est dans le coin droit, dans la section qui s'appelle Handout. Donc, vous pouvez télécharger le document. Vous pourrez faire le petit test après si vous le désirez. Parmi les symptômes que je trouve les plus flagrants, je dirais, des carences en enzymes, bon, évidemment, les ballonnements, tout ça, mais les ballonnements, ça peut être lié à la dysbiose, c'est-à-dire quand on n'a pas un bon équilibre au niveau de nos bactéries, il peut y avoir plusieurs causes. Mais la cause qui ne ment jamais, là, ou le symptôme qui ne ment pas, je devrais dire, c'est lorsqu'on a des particules non digérées dans nos selles. Si vous ne faites pas déjà, c'est très important de prendre l'habitude de toujours regarder vos selles. Il y a énormément d'informations. Vous savez, depuis l'avènement des nouvelles technologies, moi, je reçois régulièrement des photos de petits caca, peu importe l'heure du jour, peu importe où je suis, parce que, par exemple, les enfantistes, ou on a des choses à régler à ce niveau-là et les parents m'envoient les photos. Mais donc, nos selles révèlent beaucoup de choses. Et si vous avez régulièrement des particules non digérées, bon, évidemment, le maïs, c'est normal d'en avoir. Les enveloppes ou les pelures de tomates ou de certains légumes aussi, c'est plus difficile. Mais si ça vous arrive pour toutes sortes d'ingrédients, à ce moment-là, ça, c'est un signe là, très, très important à prendre en ligne de compte. C'est sûr que ça peut être aussi relié avec le manque d'acide chlorhydrique, mais vous allez voir que la prise d'enzymes va faire une grosse différence à ce niveau-là. Les enfants aussi, par exemple, qui ont beaucoup de difficultés à prendre du poids, vous allez me dire, l'enfant mange bien, il a tout le temps faim, il ne prend pas de poids. Souvent, c'est un problème enzymatique. Ça se peut qu'il y ait des parasitoses derrière tout ça aussi, mais
déjà de régler les enzymes. Et encore là, les enzymes font un très, très bon travail au niveau des parasitoses, au niveau de digérer les biofilms. On va prendre des enzymes comme la sérapeptidase. Bref, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec les enzymes, mais simplement vous rappeler l'importance des enzymes. Et oui, les probiotiques, c'est bien, mais si déjà on travaille plus en haut de la chaîne et qu'on s'assure de bien mastiquer, bien digérer, d'avoir de l'acide chlorhydrique, eh bien, on aura moins besoin aussi d'avoir régulièrement recours à des probiotiques. Et je ne suis pas en train de dire que les probiotiques, ce n'est pas important. On est clair, c'est très important, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance des enzymes. Alors, on a différents produits d'enzymes chez Aware. On en a d'origine purement végétale. D'un point de vue thérapeutique, pour moi, le Awarzym est vraiment le produit que je trouve le plus efficace. Si pour des raisons de conviction, vous préférez des produits uniquement à base de plantes, on en a aussi. Mais pour ce soir, je suis allée avec une approche clinique. Et pour moi, le produit le plus efficace, c'est le Awarzym. Donc, ce sont des enzymes pancréatiques extraites des parts, des enzymes porcines, là, donc de pancréas porcin. Évidemment, tout ce qu'on fait chez Aware est top-notch, tout est bien testé, tout est bien vérifié. Donc, on est certain qu'il n'y a pas aucune maladie, qu'il n'y a aucun problème avec ces extraits. C'est réduit en poudre dans une capsule. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas vraiment d'odeur ni quoi que ce soit. Alors, c'est facile à prendre et sont particulièrement... Oh, je vous en ai laissé une. Pardon, j'avais laissé une page en anglais. J'ai présenté la semaine dernière en anglais. J'ai oublié d'enlever la page quand j'ai fait la traduction. Donc, voilà. Donc, sont particulièrement efficaces parce que vont déclencher la production de trypsine. C'est le côté animal de l'affaire qui va permettre ça. Et ce sont des enzymes qu'on dit à large spectre, c'est-à-dire que ça va avoir un impact au niveau des protéines, des lipides et des glucides. Donc, c'est pas des enzymes qui sont plus spécifiques à digérer certaines choses, mais ici, c'est vraiment large spectre, ça fait le travail pour tout. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'on a rajouté l'alpha-galactosidase dedans, qui permet de digérer justement, je vous mentionnais tout à l'heure, les choses plus difficiles comme le maïs, par exemple aussi tout ce qui est les légumineuses, hein, on le sait, des fois on veut, surtout avec le contexte actuel, augmenter les légumineuses pour réduire les protéines animales et on a de la difficulté à les digérer. Donc, souvent, on va avoir recours aux fameux BINO, mais sachez qu'il y a des alternatives plus intéressantes, comme dans ce cas-ci. On a une enzyme à large spectre, mais qui va en plus avoir les mêmes bienfaits que le BINO sur tout ce qui est légumineuse et les enveloppes végétales plus difficiles à digérer. Donc, on peut en prendre une capsule avant chaque repas ou y aller selon les besoins. Si vous avez mangé plus léger, vous avez fait un smoothie, vous n'avez probablement pas besoin de prendre vos enzymes. Et la seule chose, c'est important de ne pas les prendre s'il y a un ulcère qui est actif en ce moment. Donc, si ça fait mal. Si vous avez déjà eu un ulcère, ce n'est pas grave. Mais c'est parce que les enzymes essaient de digérer tout ce qui est tissu anormal un peu. Et donc, s'il y a des blessures actives en ce moment dans votre tube digestif, ça risque de vous faire mal quand vous prenez l'enzyme. Donc, simplement ça. Et encore une fois, on a un produit qui est super bien résistant à l'acidité, qui va faire son travail. Donc, des enzymes qui sont très performantes. Et je vous dis, si vous n'avez jamais incorporé d'enzymes, si vous êtes tanné de prendre des probiotiques, vous continuez à avoir des ballonnements, etc., essayez ces enzymes et vous m'en donnerez des nouvelles par la suite. Ensuite, on va rentrer dans la partie intestinale. On va mettre le syndrome du côlon irritable et toutes les maladies inflammatoires de l'intestin ensemble parce que pour nous, les causes sont les mêmes. En fait, le diagnostic n'est pas toujours évident. Les personnes vont souvent passer d'un diagnostic à l'autre parce que le gros point de différence, il y en a quelques-uns, mais le plus important, c'est la notion d'inflammation. Les gens qui ont le syndrome du côlon irritable vont souvent avoir des alternances de diarrhée avec des selles plus dures ou de la constipation pendant certains temps, du mucus dans les selles. En fait, ils ont toutes sortes de choses au niveau des selles, mais ça ne fait pas nécessairement mal. Alors que dans les maladies inflammatoires de l'intestin, on parle de Crohn's, colite ulcéreuse et tout ça, il y a une notion de douleur qu'on vient rajouter. Donc, pour nous, les causes sont les mêmes. C'est vraiment un stade de dégradation de la maladie qui va faire qu'on va passer à un autre. Alors, on va les aborder ensemble. Ce sont des problèmes extrêmement courants. 40 à 60 de la population relie ça avec des symptômes psychologiques. La deuxième cause principale de travail manqué, la première étant le rhume, donc imaginez. Maladie inflammatoire de l'intestin, 260 000 Canadiens ont cette maladie et on est un des pays au monde, sinon le pays au monde où on a la plus grosse occurrence de maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, pourquoi on en a
tellement. Et mon hypothèse, et là, je n'ai pas d'études cliniques à l'appui, mais mon hypothèse, c'est que comme le Canada est un pays producteur de blé et qu'on a énormément hybridé le blé pour en augmenter le contenu en gluten, on asperge le tout de glyphosate la veille de la récolte, donc la pluie n'a même pas la chance de diluer un petit peu le glyphosate. On fait ça pour que tous les plants meurent en même temps, pour que ça soit plus rentable, plus facile à ramasser d'un point de vue agricole. Et donc, ce fameux glyphosate qui favorise aussi d'ailleurs la porosité intestinale, mais aussi la dysbiose, hein, c'est très dur sur nos bonnes bactéries. Alors, pour moi, il y a un lien entre toute cette question de la culture du blé au Canada. Et d'ailleurs, beaucoup d'Européens qui déménagent ici me consultent exactement 2 ans après avoir émigré au Canada. On dirait que c'est justement cette surexposition aux produits du blé transformé. Comme je vous dis, c'est mon expérience clinique qui parle. Je n'ai pas de preuves à l'appui, mais pour moi, il y a un lien avec le fait qu'on en ait tellement et qu'on soit un pays où on rajoute du blé hybridé dans tout. Donc, les causes du point de vue de la médecine conventionnelle sont inconnues. On dit qu'il y a des prédispositions génétiques, qu'il y a des facteurs environnementaux qui interagissent. Bref, une réponse très évasive. On est un petit peu plus précis en naturopathie. On va parler maintenant de l'intestin poreux, hein, qui est une espèce de concept au début. Moi, ça fait 10 ans que je parle d'intestin poreux, ça fait 20 ans que je parle de probiotiques. Alors pour moi, ça devient un petit peu comme un discours qui est redondant, mais c'est juste drôle parce que maintenant, on voit que même du côté des médecins officiels, on commence à adopter ce concept de porosité intestinale. Pourquoi? Ben, en grande partie grâce à Alessio Fasano, qui est un médecin d'origine italienne qui a travaillé entre autres avec la CDC, mais il a réussi à démontrer comment ça fonctionne, pourquoi on a un intestin poreux et quel est le lien avec le gluten. Donc, depuis qu'on a des officiels qui ont démontré les mécanismes, eh bien, on a des officiels aussi qui ont commencé à comprendre le concept, pardon, de l'intestin poreux. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que la paroi de notre tube digestif, on a une série, on a une couche de cellules épithéliales. C'est très petit, hein? Là, on a un gros plan de ça, mais dans la vraie vie, ça fait 1 millimètre d'épais, c'est-à-dire c'est à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Donc, ce sont des petites cellules microscopiques et entre ces cellules, on a ce qu'on appelle les jonctions étroites ou les jonctions serrées. Et ces jonctions vont s'ouvrir de manière semi-poreuse, semi-perméable, pour permettre que les nutriments puissent traverser dans notre circulation sanguine. Donc, sur le dessus, ça serait comme le tube digestif et en bas, vous voyez la circulation sanguine. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ce qui contrôle l'ouverture et la fermeture de ces petites jonctions étroites, c'est une protéine qui s'appelle la zonuline. Et sous l'impact du gluten, et encore plus si on a déjà des prédispositions génétiques ou parce qu'on a eu des maladies qui ont affecté notre intestin, on a pris beaucoup d'antibiotiques, on a fait des agressions répétées à notre paroi digestive, eh bien, à ce moment-là, le gluten va avoir un impact sur la zonuline et faire que le message de garder l'ouverture entre les jonctions va être quasi permanent. Donc, au lieu de s'ouvrir juste pour laisser passer des bonnes substances nutritives, la jonction étroite va laisser passer maintenant des particules qui n'ont pas fini d'être digérées, va laisser passer des bactéries, va laisser passer des champignons comme le candida albicans. Et imaginez, tout ça va se retrouver dans la circulation sanguine et va déclencher des réactions immunitaires parce que ça crée de l'inflammation, parce que le corps qui voit des grosses molécules non digérées dans le sang va dire, OK, on a des intrus, on doit réagir. Et tout ça va créer évidemment de l'inflammation, mais aussi un impact sur notre système immunitaire. Soit on va évoluer vers les maladies auto-immunes ou on va avoir un affaiblissement de notre immunité. Alors, c'est très important de réparer la paroi de l'intestin, d'enlever les agresseurs, bien sûr, mais aussi de réparer notre paroi intestinale. Donc, c'est ça la fameuse notion d'intestin poreux. Et bon, comme je vous dis, si vous voulez des références cliniques, cherchez tout ce que le docteur Fasano a fait, si vous voulez en parler avec votre médecin, tout ça, vous avez des références cliniques. Alors, quelques signes d'hyperperméabilité, c'est le terme conventionnel pour parler d'intestin poreux, l'hyperperméabilité intestinale. Je vous ai mis des maladies qui sont maintenant associées, des maladies auto-immunes comme le diabète de type 2. Il y en a une liste, ce n'est pas la liste exhaustive, il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup de troubles aussi au niveau de l'humeur. Hein. On fait beaucoup de connexions maintenant entre ce qui se passe dans notre intestin et ce qui se passe dans notre cerveau. Ensuite, donc, je vous ai mis des exemples de symptômes. Encore une fois, vous avez le PDF, vous pouvez faire des petits tests et voir si
c'est votre cas. Évidemment, il existe aussi des tests. On peut tester le niveau de zonuline et savoir, donc, si vous êtes en présence d'un intestin poreux. Je vous dirais que la majorité des gens, à moins consciemment de faire un travail sur leur intestin, ont un intestin poreux. C'est pas dramatique, c'est pas grave. Il faut, comme je disais, enlever les agresseurs et les réparer. Mais comme les cellules de l'intestin, les entérocytes, sont très actifs, le turnover ou le renouvellement de ces cellules-là survient à peu près à toutes les semaines. Donc, ça se répare un intestin. C'est pas la fin du monde, mais le défi, c'est plutôt de l'entretenir en bon état parce que si on ne fait pas attention, on est régulièrement exposé à des facteurs d'agression dont je vous ai mis les 10 plus communs. Ben oui, je vous ai laissé une autre, j'ai laissé une autre diapositive en anglais. Pardon. Vous les avez en français tout de suite après. Donc, côté alimentaire, le plus gros agresseur, c'est le gluten. Peu importe le type de problème digestif que vous avez, c'est sûr qu'il faut enlever le gluten. Faites le test. Ça ne résout pas tout d'enlever le gluten parce que le gluten, c'est ce qui met le feu à la paille. Donc, c'est pas lui qui a fait le tas de paille. Donc, c'est pas en enlevant le gluten que vous allez tout résoudre, mais ça va vous permettre de faire le ménage. Alors, si vous n'enlevez pas le gluten, ça va être extrêmement difficile. J'ai fait une émission de radio, j'ai une centaine d'émissions d'archivées sur le site de mixcloud.com. Vous cherchez mon nom, faites la recherche sur le gluten. J'ai fait une émission avec une collègue naturopathe, Nathalie Ashkar, où on décortique en large là, toute la question du gluten si vous vous sentez concerné. Donc, vous avez plusieurs facteurs. J'ai mentionné les antibiotiques. Le stress est un autre gros point. Le stress, le cortisol élevé va dégrader les fameux entérocytes, vos petites cellules de votre paroi. Donc, comme on revient au point de départ, c'est vraiment important de travailler l'aspect stress. Ensuite, si vous voulez savoir, bon, est-ce que j'ai vraiment un problème avec le gluten? La première chose à faire, de toute façon, c'est de l'enlever, mais vous pouvez aller tester vos prédispositions génétiques. On a un excellent test chez Aware qui s'appelle My Blueprint. J'ai fait une présentation au mois de mai, mais je vais la refaire ces jours-ci. Si vous n'êtes pas inscrit à ma page Facebook professionnelle, Chantal-Anne Dumas, naturopathe, s'il vous plaît, allez à ma page pro. Et donc, je vais vous annoncer comme ça régulièrement les présentations qui s'en viennent. Et donc, je pourrais vous en parler pendant 1 heure et demie là, parce que c'est important de bien passer au travers. Ce n'est pas un test qui sert à faire du diagnostic. Ça, c'est important de le mentionner. Ça ne vous donne pas, hors de tout doute, un diagnostic d'intolérance au gluten parce que d'un point de vue médical, bon, on fait un test d'IgG ou on fait une coloscopie pour voir est-ce que vos petits villis sont complètement abîmés. Et si vous n'avez pas la maladie de Crohn, en général, on va vous dire que vous n'êtes pas intolérant au gluten. Et donc, on peut aller voir le côté prédisposition. Ce test-là ne vérifie pas juste l'aspect du gluten, on vérifie pour 84 variations génétiques qu'on appelle les Single Nucleotide Polymorphisms. C'est pour ça qu'on fait l'abréviation SNP. Et donc, on en vérifie 84 sur 65 gènes différents qu'on répartit en 8 aspects cliniques. Donc, l'alimentation, les sensibilités alimentaires, au niveau de la santé mentale, votre capacité à détoxifier, ça aussi, il y a de l'information super intéressante là-dedans. Donc, c'est un test qui, pour moins de 300 $ ou autour de 300 $, vous avez énormément d'informations là-dedans. Vous n'avez pas besoin de consulter, vous pouvez le faire par vous-même. Ça revient avec un rapport en français d'une 50aine de pages que vous imprimez ou vous consultez en ligne et ça vous parle des prédispositions, qu'est-ce que ça fait dans la vie, ces prédispositions, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pallier à ces prédispositions génétiques. Donc, dans le test, au niveau de l'alimentation, on va parler du gluten, on va parler du lactose également. Et il y a 6 SNP ou 6 variations génétiques là, possibles reliées au gluten. Mais encore là, comme je vous dis, ce n'est pas un diagnostic. Il se peut que vous aviez un terrain qui vous prédisposait à être intolérant au gluten, mais si vous n'avez pas eu de problème majeur, vous n'avez pas pris beaucoup d'antibiotiques, vous ne consommez pas de céréales de manière exagérée, etc., ça se peut que vous n'ayez pas l'intolérance au gluten, même si vous êtes prédisposé, et l'inverse est aussi vrai. Même chose au niveau du lactose. Donc, c'est une chose intéressante à aller valider. Alors, le produit dont il faut absolument parler quand on parle de parois poreuses ou de réparer notre tube digestif, c'est clairement la glutamine. La glutamine, c'est un acide aminé qu'on dit non essentiel parce qu'il est fait dans notre corps à partir de l'acide glutamique. Donc, on n'est pas obligé d'aller chercher dans l'alimentation, mais encore là, on n'en a pas assez
puis on ne prend pas de supplément en général pour réparer notre paroi digestive. La glutamine est aussi un précurseur du glutathion, donc le glutathion très important dans la détox, mais il y en a quand même 40% quand on le prend en supplément ou en alimentation qui va servir à aller nourrir nos fameux entérocytes. Il va permettre aussi d'équilibrer l'azote, donc les gens qui sont constamment acidifiés, la glutamine va avoir un aspect intéressant. Quand on fait des traitements aussi, par exemple la chimiothérapie, la glutamine est très, très importante. Ça va soutenir la division cellulaire, ça va aussi se retrouver manquant quand on vit du stress élevé. C'est quand on a toujours le cortisol élevé, comme on disait tout à l'heure, ça a un impact négatif sur notre paroi digestive. Et dès qu'on vit des stress physiologiques, une opération, un accident, les besoins en glutamine sont accrus. Donc, la glutamine, ça se vend en supplément en poudre et en comprimé. Je préfère de loin la poudre parce que vous allez voir qu'il faut aller chercher des dosages quand même assez considérables pour avoir un impact clinique sérieux. Si on en prend des petites gouttelettes, bon, ça va aider au niveau de la réparation musculaire et tout ça, mais quand on parle de vraiment réparer la paroi digestive, on va aller dans des dosages autour de 20 grammes par jour. Donc, je la recommande en poudre. À ce moment-là, vous avez dans chaque cuillère 5 grammes. Alors, si vous la prenez 4 fois par jour, vous avez votre 20 grammes minimal. Si vous avez à ce moment-là des besoins accrus, comme on parlait de chimiothérapie, radiothérapie, là, vous allez vers des doses plus de 40 grammes. Mais pour le commun des mortels, on veut faire une cure de printemps, réparer notre paroi digestive. On y va avec 20 grammes par jour de glutamine et vous pouvez l'augmenter progressivement. Donc, on peut l'inclure dans notre smoothie. On se fait smoothie avec protéines de petit lait, on rajoute la glutamine dedans. On peut rajouter d'autres suppléments aussi à l'intérieur. On le fait le matin. On peut le refaire à quelques reprises dans la journée. Vous pourriez, ça ne serait pas l'idéal de toute la prendre le matin, sinon ça serait de faire 2 prises. Donc, le soir, vous pouvez la reprendre avec un peu d'eau tout simplement. Ensuite, les fameux probiotiques, évidemment, on n'y échappe pas parce que, bon, la glutamine va servir de nourriture à nos entérocytes, mais les probiotiques vont venir se déposer sur la paroi et nous protéger. Il y a énormément de bonnes bactéries. Vous en avez certainement entendu parler jusqu'à maintenant. Il y a 14 fois plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Et ces bactéries ont une relation, ça profite avec nous, c'est-à-dire que on vit en symbiose et ce qui est bon pour nous est bon pour elles. Donc, elles sont impliquées dans un paquet d'affaires. Donc, ce n'est pas juste vraiment de prévenir les pathologies digestives, mais ça a un impact au niveau de notre immunité de manière générale, au niveau de la réponse inflammatoire. Ça produit aussi certaines vitamines. Ça produit des substances, des acides gras à chaîne courte, comme la bactériocine, qui ont une action antibactérienne directe. Donc, ça va tuer directement certaines bactéries. Ça va compétitionner avec d'autres bactéries pour les nutriments, pour les sites récepteurs aussi. Donc, il y a énormément de mécanismes d'action. Il y a même des probiotiques qui produisent la sérotonine, qui produisent du GABA. Donc, ils ont un impact direct au niveau de notre humeur, de notre système nerveux. Donc, il y a vraiment plusieurs aspects intéressants à nos probiotiques. J'ai choisi cette image parce que je trouvais qu'on comprenait très bien ici. Vous trouvez votre couche d'entérocytes, les bonnes bactéries d'un côté, et on voit donc que si l'immunité ne fait pas son travail de défense, les agresseurs vont se retrouver dans notre circulation, mais on voit aussi 4 mécanismes d'action des probiotiques. Il y en a plus, mais les 4 plus importants qu'on a mentionnés sont illustrés ici. Alors, évidemment, il y a énormément de probiotiques. On ne pense pas toujours à AOR comme une compagnie qui fait des probiotiques parce qu'on n'a pas mis beaucoup d'emphase là-dessus et pourtant, on a d'excellents probiotiques chez AOR. On en a un qui s'appelle le probiotique 3 qui est très étudié, mais on en a parlé un peu plus, donc j'avais envie de vous en présenter un autre qui s'appelle le Advanced Biotique. Pourquoi celui-là? Parce qu'au printemps, on a aussi le phénomène des allergies qui revient et dans nos probiotiques, c'est celui qui est le plus efficace au niveau de normaliser ce qu'on appelle la réponse TH1, TH2, donc le côté auto-immun, le côté réponse allergique, le côté faiblesse de l'immunité, et c'est celui-là qui a quand même au moins 3 souches qui agissent sur l'équilibre TH1, TH2, donc j'ai préféré vous présenter celui-là. Alors, une des souches de bactéries qu'on retrouve dans l'Advanced Biotique, c'est le Lactobacillus acidophilus, spécifiquement le R0418. Donc, il y a plusieurs études qui sont faites sur nos probiotiques. J'en ai présenté
quelques-unes en lien avec le sujet de ce soir. Donc, au niveau du H. pylori, on voit qu'il y a une action directe d'inhibition sur le H. pylori. On a au niveau de chirurgie intestinale, donc suite de chirurgie, ça veut dire que c'est une bactérie qui va repeupler l'intestin. Il y a des levures, par exemple Saccharomyces boulardii, qu'on prend de manière transitoire, c'est-à-dire qu'elles font le travail quand elles passent, mais elles ne vont pas repeupler notre tube digestif de bonnes bactéries. Si on veut recoloniser notre intestin parce qu'on a pris des antibiotiques ou beaucoup de café ou des choses comme ça prend des bactéries qui vont s'implanter dans notre intestin. Celle-là le fait. Ça prend des bactéries qui sont aussi d'origine humaine, parce que le corps ne laissera pas s'implanter n'importe quoi, évidemment. Donc, on a dans ces 7 souches de bactéries qu'on retrouve dans le Advanced Viatic, on en a 5 qui sont d'origine humaine, donc qui vont repeupler notre intestin. Les autres servent soit de prébiotiques, c'est-à-dire qu'elles vont nourrir les autres bactéries avec les métabolites qu'elles produisent, ou encore, elles font un travail transitoire le temps qu'on prend le produit. Donc, on a aussi au niveau des infections vaginales, il y a 2 souches dans le produit qui sont particulièrement intéressantes pour vaginite, vaginose, tout ce qui est problème aussi d'infection urinaire. Et on vous met une petite note qui a différents noms pour désigner cette souche de probiotiques. Ensuite, un des probiotiques les plus étudiés qu'on retrouve dans l'Advanced Biotic, c'est le Bifidobacterium longum BB536. Bifidobacterium, souvent, on l'associe aux enfants. C'est vrai qu'il y a plus de Bifidobacterium chez les enfants, mais ils sont quand même très, très importants dans notre flore intestinale et c'est très important aussi de varier nos probiotiques. La flore, c'est comme une forêt. Il ne faut pas mettre l'emphase sur un seul type de bactéries. Donc, si ça fait des années que vous prenez un produit qui contient du Lactobacillus acidophilus de la même souche et que vous prenez des doses de 50 milliards et que vous prenez ça sans arrêt, bien, vous déséquilibrez votre flore parce que vous devez avoir une variété de bactéries dans votre intestin. Donc, Bifidobacterium longum, c'en est un de souche humaine, un des plus étudiés. Il y a plus de 100 publications scientifiques, in vitro, in vivo, cliniques, qui nous montrent qu'elles sont efficaces. Elles survivent à l'acidité de l'estomac, elles s'implantent dans notre estomac. Ce qui est très intéressant aussi, à température de la pièce, regardez, elles survivent pendant 48 mois. Alors, c'est comparé avec d'autres types de bactéries, d'autres types de bifidobactéries en fait, et on voit que le Bifidobacterium longum de cette souche-là survit 48 mois, donc 4 ans à température de la pièce. Il y a un taux de survie au-delà de 80 %. Donc, c'est vraiment excellent. Et d'ailleurs, tous nos probiotiques chez Aware sont thermostables, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les réfrigérer. Si vous les réfrigérez, vous allez conserver le 20 % que vous auriez perdu sur 4 ans, mais si vous ne les réfrigérez pas et que vous les prenez à l'intérieur de quelques mois, vous ne verrez pas du tout la différence. Donc, c'est mieux de les réfrigérer, mais ils sont thermostables, ce n'est pas nécessaire, ce qui est très pratique quand un jour, on va pouvoir retourner en voyage. Donc, aucun effet secondaire signalé non plus, ça c'est très important, même les bébés prématurés, femmes enceintes. Donc, comme je vous dis, un produit très, très bien étudié qu'on peut donner en toute confiance. Ça contient une autre source de lactobacillus qui est le gacérie, qu'on ne retrouve pas dans tellement de suppléments, mais qui a quand même des belles propriétés. Comme je vous disais, c'en est un qui produit la bactériocine, donc il y a un effet antibiotique directement. C'en est un qui va s'implanter dans notre intestin, il va coloniser, il va aider à normaliser notre pH intestinal. Bref, il y a des belles études qui nous montrent son action, autant au niveau d'H. pylori, vaginite, réduire les diarrhées, donc un autre souche intéressante. Lactobacillus gasseri LAC343, action immunomodulante, vaginose bactérienne, naissance prématurée. Donc, naissance prématurée peuvent être associées à une variation du pH et on a vu que cette souche particulière de bactéries va modifier le pH et prévenir les grossesses prématurées. Ensuite, Lactobacillus rhamnosus. En passant, les photos que je vous ai mises sont vraiment les photos des bactéries en question. Donc, c'est le fun de savoir. Évidemment, c'est microscopique, on ne les voit pas à l'œil nu. Moi, je trouve ça intéressant toujours d'aller voir de quoi ça a l'air. Donc, Lactobacillus rhamnosus, on a une étude qui a été faite à l'Université Acadia ici au Canada, en Nouvelle-Écosse, et ça nous montre qu'elle a un potentiel vraiment de modifier le micro-environnement, tout ce qui est inflammatoire et pathogénique au niveau de la muqueuse. Donc, un bon produit encore là, si on a des ulcères d'estomac ou des troubles intestinaux, tout ce qui est de la muqueuse digestive, ce produit est intéressant. Streptococcus
thermophilus, lactobacillus casei, lactobacillus plantarum, je les ai regroupés ensemble, mais vous voyez quelques-unes de leurs propriétés. Je vous parlais de l'équilibre TH1, TH2, donc c'est au niveau de l'immunité qui ont une action intéressante. Et donc, vous retrouvez ces 7 souches de probiotiques qui ont été testées cliniquement, dont 5 d'origine humaine, dans ce produit. C'est encore là important et intéressant d'avoir des études parce que, vous savez, il y a des compagnies qui vont mêler n'importe quel probiotique ensemble en se disant tel probiotique fait telle chose, celui-là fait ça, et ça devrait faire le travail, mais c'est vraiment, comme on dit en anglais, the proof is in the pudding. Hein? C'est vraiment à l'utilisation clinique. Il faut vraiment faire des tests de sel, voir est-ce que les bactéries ont été implantées, est-ce qu'ils ont un impact, est-ce qu'elles font le travail qu'elles pensent qu'elles vont faire et est-ce qu'elles travaillent en synergie. Ce sont des bactéries vivantes. Donc, c'est important que ces bactéries-là puissent cohabiter. On a des fois, on le voit en confinement, de la difficulté à s'entendre à 2 ou 3 dans une maison. Quand on met des milliards d'êtres vivants, des petites bactéries vivantes, on a intérêt à ce qu'elles puissent travailler de concert et non pas se cannibaliser les unes les autres. Donc, Advanced Biotics, c'est très intéressant. Je vous disais le probiotique 3 aussi. Et Saccharomyces boulardii, la fameuse levure, qui, elle, ne s'implante pas dans notre intestin, mais qui fait un travail, quand on la prend, pour aider à combattre des bactéries comme Clostridium difficile, par exemple, dont on a parlé beaucoup il y a quelques années, tout ce qui est diarrhée du voyageur, tourista, quand les enfants retournent à l'école, en garderie. Donc, c'est un autre produit très intéressant qui est encore lui aussi thermostable, donc il n'y a pas besoin obligatoirement d'être réfrigéré. Très intéressant aussi pour tout ce qui est candidose S. boulardii, c'est comme une compétition levure contre levure. Perméabilité intestinale aussi, ça va avoir un impact intéressant. Donc, vous avez des études au niveau du côlon irritable, au niveau de la maladie de Crohn, où on voit vraiment un impact direct. Et là, ces études-là, évidemment, on n'a pas nécessairement enlevé le gluten, on n'a pas donné de la glutamine, on n'a pas donné des enzymes, on n'avait pas fait rien de ça. On a vraiment juste testé S. boulardii avec des résultats très intéressants. Imaginez quand vous combinez tous ces différents éléments. Donc, ça se présente comme cela. Une VG capsule 3 fois par jour, matin, soir, donc en se levant, en se couchant, puis on en reprend une dans le courant de la journée. On me demande souvent à quel moment on doit prendre les probiotiques. Vous savez, si vous avez un probiotique qui survit bien à l'acidité chlorhydrique, ça ne devrait pas avoir d'importance à quel moment vous prenez votre probiotique. Je tends à aimer les donner sur un intestin plus ou moins vide, c'est jamais complètement vide, mais bon, disons, quand on se réveille et quand on se couche, puis quelque part durant la journée. Évidemment, si vous les prenez en prévention, avant de partir en voyage ou quelque chose comme ça, c'est peut-être pas nécessaire d'en prendre 3. À l'inverse, si vous avez pris un antibiotique, vous avez fait des choses qui ont détruit votre flore intestinale, il va falloir combiner S. boulardii, soit au même moment, c'est-à-dire vous achetez un pot d'S. boulardii, un pot d'Advanced Biotics, vous prenez le matin un, le matin le soir l'autre, ou vous prenez un pot puis ensuite vous prenez l'autre pot, mais il faut comprendre que S. boulardii ne va pas refaire votre flore intestinale, ce n'est pas le but. Ensuite, je vais vous parler des anti-inflammatoires. On regarde où on en est dans le temps. OK, on va essayer de conclure assez rapidement, disons encore à peu près 10 minutes. Boswellia serrata, donc qui est le fameux Boswellia, c'est une plante qu'on commence à apprécier au Canada, qu'on commence à connaître pour son côté anti-inflammatoire, mais en Europe qui est très bien connu. 36% des Allemands l'utilisent. Ça fait partie des 3 suppléments les plus recommandés pour les maladies inflammatoires de l'intestin. Évidemment, on peut les prendre pour d'autres types d'inflammation. Ici, on aime beaucoup le curcuma pour toutes les raisons qu'on connaît. Le Boswellia travaille de manière complémentaire. Ça ne travaille pas exactement sur les mêmes mécanismes d'inflammation. Donc, ce qui est intéressant au niveau digestif, c'est que le Boswellia va avoir une action sur ce qu'on appelle une enzyme qui s'appelle le LOX5 et le Boswellia va agir de manière plus spécifique que le curcuma. Et en plus, c'est que le Boswellia a un côté antimicrobien plus prononcé que le curcuma. Le curcuma aussi a un côté antimicrobien, mais le Boswellia, c'est plus prononcé ou en tout cas, c'est plus étudié aussi. Donc, comme je vous disais, ça a un impact sur la 5-lipoxygénase qu'on appelle la 5-LOX, qui est une enzyme impliquée dans les mécanismes inflammatoires. Et vous voyez que c'est particulièrement se relié avec l'intestin, mais aussi l'asthme, les problèmes au niveau des poumons, mais aussi dans l'inflammation
qu'on va retrouver dans certains types de cancers. Donc, c'est un mécanisme complémentaire. Le curcuma aussi agit sur la 5-LOX, mais moins. Donc, si on veut une inflammation, c'est-à-dire soulager une inflammation plus comme des troubles articulaires, le boswellia aussi va faire le travail, mais je dirais que le curcuma va être probablement un peu plus performant. Mais si on parle d'inflammation au niveau du tube digestif ou au niveau de maladies comme le cancer, on pourrait y aller avec le boswellia ou, évidemment, on pourrait très, très bien combiner les deux produits. On l'a d'ailleurs de combiner dans certains produits chez Aware. Donc, dans le cas des maladies inflammatoires de l'intestin, comme je vous dis, ça a été bien étudié, c'est bien documenté, particulièrement du côté de l'Europe. Donc, inflammation de la muqueuse intestinale, colite ulcéreuse, on a vu des rémissions assez spectaculaires, 82 de rémission quand on prenait 350 mg 3 fois par jour. Et on l'a comparé nez à nez avec la sulfasalazine, qui est le médicament de synthèse. Et dans le cas du médicament, on avait une rémission de 75 donc une efficacité supérieure avec le boswellia. Donc, quand on vous dit que les plantes, c'est correct pour des tisanes, mais c'est pas très efficace, c'est des gens qui n'ont pas évidemment fait les recherches que nous on fait. Donc, vous retrouvez le boswellia tout seul chez Aware dans le Wild Crafted Boswellia. C'est une formule très intéressante. On a émulsionné le boswellia, donc ce sont des gélules qui contiennent un liquide à l'intérieur et ça fait qu'il est beaucoup mieux absorbé et beaucoup moins irritant sur le tube digestif. C'est le côté un petit peu paradoxal, là, ça calme l'inflammation, mais des fois, c'est un petit peu difficile à digérer. Mais de la manière qu'on le fait chez Aware, vous n'avez pas cet inconvénient-là. C'est un extrait standardisé à 40 d'acide boswellique, son principal principe actif, et vous avez des gélules de 333 mg, 90 gélules avec le boswellia en liquide, ça veut donc dire 3 gélules par jour pour travailler le côté inflammatoire du tube digestif ou de toute autre pathologie qui implique l'inflammation. On a aussi le boswellia dans un autre produit qui est excellent. Je vous ai parlé tout à l'heure du Gastro Relief qui était pour tous les problèmes du tube digestif en haut, mais on a également tous les problèmes intestinaux. Ça serait dans ce cas-ci le IBD Relief pour Irritable Bowel Disease Relief. Et vous retrouvez à l'intérieur un complexe d'enzymes qu'on appelle en PEP qui sert à digérer des molécules comme le gluten. Vous avez le gingembre comme anti-inflammatoire, le Saccharomyces boulardii dont on a parlé pour prévenir les infections, le boswellia pour le côté inflammatoire, la vitamine D qui va aider à réparer la paroi qui a un côté normalisant au niveau de l'immunité et la ashwagandha pour son côté calmant et antibactérien comme on a vu un peu plus tôt. Donc, je vais le passer rapidement parce que le temps avance, mais le IBD Relief est un produit à connaître, à découvrir si vous ne le connaissez pas déjà, très intéressant pour tous les troubles digestifs inférieurs. Les fibres, je vous mentionnais l'importance de consommer des fibres. Les recommandations au niveau de la santé, c'est 35 grammes de fibres par jour. Si vous faites de la détox et vous ne prenez pas de fibres, et en plus, si vous avez un intestin poreux, ce que vous sortez de votre foie, c'est recyclé, rendu dans votre intestin et vous avez beaucoup de symptômes. De rajouter les fibres, c'est une très bonne façon de diminuer les symptômes associés aux cures et de faire un travail beaucoup plus efficace, surtout si, par exemple, vous voulez réduire l'excès d'estrogène. Si vous voulez vraiment équilibrer vos hormones, bien, quand vous prenez les fibres, vous allez à ce moment-là vous assurer que les estrogènes vont être capturés par les fibres et bien éliminés. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fibres, bon, d'une part, soit qui vont contenir du gluten ou qui vont créer des ballonnements, de la constipation. Il faut prendre évidemment beaucoup d'eau quand on consomme des fibres, mais toutes les fibres ne sont pas créées égales. Alors, pour pallier à ça, on a une fibre à base de gomme de goire. Donc, vous voyez, ce sont des espèces de fèves dont on extrait les fibres. Et ces fibres-là, elles ont la particularité d'être complètement dissoutes dans l'eau, donc elles n'ont pas de goût, d'odeur, de saveur. Elles disparaissent complètement dans l'eau ou dans votre smoothie, peu importe dans quoi vous allez les mettre. Mais évidemment, elles vont gonfler par la suite, donc il faut le boire rapidement. Donc, les gens me disent, oui, mais on peut aller chercher les fibres du côté alimentaire. Je vous ai mis un petit tableau de ce que ça prend pour aller chercher 45 grammes. Pourquoi 45? Parce que ça vient d'une formation que je donnais sur la prévention du cancer du sein. Il faut à ce moment-là augmenter de 35 à 45 pour vraiment prévenir les troubles hormonodépendants. Alors, regardez tout ce qu'on doit consommer. Nos 6 portions de fruits et légumes, c'est juste une partie de l'histoire.
pour aller chercher 45 grammes de fibres. Donc, c'est très difficile d'aller chercher toutes les fibres dont on a besoin. Alors, je vous dis, si vous faites une cure, pensez à rajouter un supplément comme le Solufibre. Encore là, vous avez un 5 grammes de fibres par cuillère. Vous regardez ce que vous consommez dans l'alimentation, mais si vous êtes sans gluten puis que vous ne consommez pas beaucoup d'autres céréales, vous allez voir que ce n'est pas si évident d'arriver à votre même 35 grammes. Donc, calculez à peu près ce que vous consommez et vous complémentez par un produit comme le Solufibre. Et je vais vous dire, il y a de très bonnes chances que vous allez continuer à le prendre même quand vous allez arrêter votre cure ou avoir terminé votre cure parce que ça a vraiment un effet qu'on sent au niveau de réduire par la suite l'espèce de sensation d'être toujours un petit peu ballonné. Donc, c'est un produit que j'aime bien. Le Triflax, c'est notre version, je vais dire, laxatif, mais vraiment entre guillemets, parce que c'est un produit qui est très doux et qui va travailler plus en ayant un côté tonifiant du côlon, du gros intestin. Donc, ce que ça va faire, c'est quand on a tendance à avoir un intestin qui est lent, évidemment, il faut donner des fibres, il faut boire de l'eau, il faut bouger, mais le Triflax va venir chercher un petit côté tonifiant à l'intestin. J'aime le recommander à 2 capsules au coucher le soir. Vous buvez votre eau, vous prenez et le lendemain, vous avez un mouvement péristaltique, mais c'est rien de violent. Vous pouvez le commencer à 1 pour tester l'effet, mais pour la majorité des gens, 2, c'est un dosage intéressant. Ensuite, une plante, un nouveau produit Shawar qui est le safran. Le safran qu'on connaît bien comme épice et qui est surtout connu pour le côté antidépressant, antioxydant de l'affaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a aussi des propriétés au niveau des maladies digestives. Et le safran, vous voyez ici, là, à droite, on reconnaît l'épice, c'est le petit pistil de la fleur, et donc c'est pour ça qu'on a un produit chez nous qui est cueilli à la main parce que si on cueillait les fleurs de manière indiscriminée, on pourrait endommager les petits pistils et donc perdre les propriétés intéressantes du safran. Donc, c'est un travail très minutieux et c'est ce qui fait que cette épice-là, elle est chère. Donc, il faut faire attention des produits qu'on choisit. Souvent, justement, les gens vont la mêler avec autre chose pour réduire le prix. Les compagnies un petit peu moins scrupuleuses qu'Aware. Donc, c'est important d'aller vers des marques là, auxquelles on a confiance. Donc, je vous ai fait un tableau résumé des différentes études cliniques, mais comme vous voyez, ça a un impact au niveau du foie, du pancréas, du côlon, de l'estomac. Beaucoup d'études qui ont été faites. C'est beaucoup du côté de l'Iran, de l'Europe, comme l'Italie, où on va avoir fait les études sur le safran. Et on n'en parlait pas beaucoup, donc je trouvais ça intéressant quand je faisais la recherche pour le webinaire de vous partager ces propriétés-là. Donc, des études, entre autres, au niveau de la colite ulcéreuse. Donc, on a vu que les propriétés de la crocine, qui est un des principes actifs, et de la crocétine permettent de prévenir ou traiter la colite, donc en plus de la dépression. On parlait tout à l'heure qu'il y a un lien important entre les maladies gastro-intestinales et la dépression, l'anxiété. Oui, parce qu'il y a 95% de notre sérotonine, donc de ce neurotransmetteur calmant qui nous fait sentir joyeux, qui est produite et stockée dans l'intestin. Donc, c'est pour ça que de prendre une plante qui a une action et sur notre intestin et sur notre taux de sérotonine. Si vous avez un trouble intestinal et que vous savez que vous êtes une personne nerveuse, anxieuse, ça serait probablement votre plante de choix, encore là, pour faire une pierre deux coups. Donc, une étude au niveau de la dépression, on voit que ça agit au niveau de la voie de la sérotonine. Donc, un produit standardisé, cueilli à la main, comme je le disais tout à l'heure, qui vient directement de l'Iran. Ensuite, la détox, écoutez, il faudrait que je vous refasse, et je le referai d'ailleurs, un webinaire pour ne parler que de détox parce qu'il y en a long à dire, mais ce qu'on doit savoir, c'est que notre foie est exposé à énormément de toxines de toutes sortes en provenance de l'environnement. Plus de 84 000 produits chimiques identifiés. Les cordons ombilicaux des bébés naissants ont plus de 300 toxines. Et oui, c'est vrai que le corps a des mécanismes pour se protéger, mais comme je le mentionnais au début, on devient surchargé parce que la quantité est beaucoup trop grande versus notre capacité à se détoxifier. Un petit tableau avec les signes de toxicité. Parmi les plus importants, réveil entre 1h et 3h du matin, les problèmes de peau, les visions de points noirs quand on se lève, etc. C'est tous des petits signes qui peuvent indiquer que notre foie est intoxiqué. Je n'irai pas trop en détail vu le manque de temps ce soir, mais simplement pour vous dire que dans notre foie,
on a deux phases. On a la phase 1 et la phase 2. La phase 1 dépend particulièrement des enzymes qu'on appelle les cytochromes P450 et la phase 2 dépend de plusieurs substances, particulièrement les vitamines du groupe B, la B12, la B6 et l'acide folique ou les folates. Et donc également de molécules soufrées. Il y a d'autres ingrédients, mais ce sont les plus importants. Et ce qu'on doit savoir, c'est que très souvent, les gens vont prendre des cures de détox avec plein d'herbes qui vont favoriser la production de bile, les herbes amères, là, artichauts et compagnie. Et ce que ça fait, c'est que ça pousse sur la phase 1. Et quand on pousse sur la phase 1, il y a une accumulation des toxines qui va vouloir sortir et qui va générer des métabolites intermédiaires qui sont très pro-oxydants, qui sont des radicaux libres en fait. Et donc, si on n'a pas, quand on fait cette cure, suffisamment des substances pour équilibrer avec la phase 2, donc nos vitamines du groupe B sur leur bonne forme et les molécules soufrées, bien, on essaie de pousser sur la phase 1, on fait plein de radicaux libres et on a des symptômes qui ne sont pas très agréables parce qu'on manque des substances pour la phase 2. Donc, c'est important quand on fait de la détox de s'assurer d'avoir nos vitamines du groupe B, d'avoir des molécules soufrées via l'apport en protéines adéquat, mais également d'avoir aussi beaucoup d'antioxydants. Vous pourriez ne prendre que de la vitamine C, mais il faut prendre des antioxydants quand vous faites de la détox. La méthylation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une des voies principales de la phase 2 par laquelle on va métaboliser nos hormones et plusieurs produits cancérigènes. Ce qui arrive, c'est qu'on peut soit manquer des vitamines, carrément parce que les B, on les retrouve dans plus grand-chose et on n'en a pas assez vu le taux de sucre qu'on consomme, de stress auquel on est exposé, etc. Et donc, on n'aura pas assez de B pour pouvoir effectuer la méthylation correctement. Ou on a des prédispositions génétiques qui vont faire qu'on ne transformera pas les B sur leur forme bioactive. Et ça, on peut le tester aussi dans le fameux test MyBlueprint dont je vous ai parlé plus tôt. Et donc, la méthylation, c'est impliqué, comme je vous disais, dans la détox, mais aussi dans la production de nos hormones, de nos neurotransmetteurs, etc., etc., etc. C'est un de mes sujets de prédilection depuis presque 20 ans et j'en apprends encore sur la méthylation. Donc, les cofacteurs, il faut comprendre que les vitamines et les minéraux dans la vie, c'est leur travail d'agir comme cofacteurs. C'est des clés qui vont venir activer des serrures. Donc, au niveau de la phase 1 qu'on a vu dans notre foie, vous avez tous ceux qui vont induire, autrement dit, qui vont stimuler, si je peux dire ça comme ça, nos enzymes, et ceux qui vont ralentir nos enzymes, qu'on appelle les inhibiteurs. Et vous avez la même chose au niveau de la phase 2. Donc, vous remarquez que la carence en certains nutriments comme le sélénium, le zinc, etc., va ralentir, va bloquer, va empêcher notre phase 2 de faire son travail correctement, le glutathion aussi. Donc, c'est important de s'assurer d'avoir tous nos cofacteurs nutritionnels si on veut procéder à une détoxification. Donc, je vous parlais que c'est important d'avoir les vitamines sous leur bonne forme. Vous avez ici le petit tableau. Et chez Aware, notre complexe B, autant le régulier que le ultra, on vous donne toutes les vitamines B sous leur forme finie. Parce que comme vous voyez ici, l'exemple, c'est l'acide folique. Pour le transformer en sa forme active, qui est le 5-méthyltétrahydrafolate, il y a plusieurs étapes. Et chacune de ces étapes peut être affectée par une variante génétique. Et donc, à ce moment-là, vous n'arriverez pas à avoir suffisamment de la vitamine sous la bonne forme pour effectuer son travail. Alors, dans nos complexes B, on vous met les vitamines B sous leur bonne forme, mais également dans notre multivitamine. Comme je vous disais, on peut tester. C'est très populaire aux États-Unis. Il y a plusieurs compagnies qui ont développé des tests pour vérifier si les gens ont un polymorphisme ou une variation sur le 5-MTHFR ou sur la méthylation. Donc, nous, c'est juste un des ingrédients, ou pas des ingrédients, pardon, mais des composantes qu'on vérifie avec le test MyBlueprint, mais il y en a 84. Bon, je vous ai encore laissé les deux. Je vous montre aussi le travail de synergie que font les enzymes et les antioxydants, parce que comme je vous disais tout à l'heure, quand on fait de la détox, c'est très important d'avoir suffisamment d'antioxydants. Le minimum, c'est de prendre de la vitamine C, mais vous voyez, les antioxydants peuvent devenir eux-mêmes des radicaux libres une fois qu'ils ont donné leur électron. Donc, c'est important de les travailler en synergie pour qu'ils soient recyclés, qu'ils soient encore plus performants. Donc, une des façons de le faire, ma préférée, mon meilleur produit, chouchou, chez Aware,
c'est la multivitamine qu'on appelle le OrthoCore, parce que vous retrouvez toutes les B sous leur bonne forme. Vous retrouvez des molécules soufrées pour votre phase 2 sous forme de NAC, sous forme d'acide alpha-lipoïque. Vous retrouvez toute la synergie des antioxydants et vous retrouvez énormément aussi, bon, vous avez tout le détail, évidemment, on ne passera pas à travers tout ça, mais vous l'avez dans votre document. Et on a des substances à l'intérieur comme la coenzyme Q10 à 30 mg, on a le transresveratrol, on a l'extrait de pépins de raisin, l'extrait de thé vert, et tout ça dans des doses thérapeutiques. On ne fait pas mettre un petit 5 mg juste pour écrire sur l'étiquette qu'on en a mis. On met vraiment des doses thérapeutiques comme si vous preniez chacun de ces ingrédients-là de manière séparée. On a tout mis ça dans la multivitamine. Donc, évidemment, ça va être du 2 capsules par repas parce que c'est très, très, très riche. Le petit lait, c'est un autre de mes produits chouchous, entre autres parce qu'il va favoriser la production de glutathion qui sert pour notre immunité et qui sert pour notre détox. Il va apporter des molécules soufrées qui vont agir aussi dans la production du glutathion. Et évidemment, il nous permet d'aller chercher nos 22 grammes de protéines par portion. Donc, on essaie de viser 1 gramme par kilo de poids corporel. Et donc, on module la quantité qu'on va prendre en fonction de ce qu'on a consommé comme protéines. Les protéines sont très souvent carencées dans ma clientèle, donc il ne faut pas encore là accumuler des carences en protéines parce que ça a un impact sur plusieurs systèmes métaboliques. Alors, important de combler les carences. Et l'autre point clé de ce produit, c'est la quantité de lactoferrine. La lactoferrine, j'en ai parlé dans le webinaire sur l'immunité. C'est une substance extrêmement intéressante, une de mes préférées dont je vais vous parler dans les prochains mois parce que surtout dans le contexte actuel où on veut supporter notre système immunitaire, la lactoferrine est très intéressante. Donc, c'est présent naturellement dans le colostrum bovin et humain, la lactoferrine, mais on la rajoute en plus dans le petit lait. Magnésium synergie, bon, le magnésium, vous l'avez vu, c'est un cofacteur important dans la détox. Il va agir aussi au niveau de calmer notre système nerveux. On a plusieurs formules de magnésium chez AOR. Pour le côté détox, je préfère le magnésium synergie parce qu'il vient avec en plus des acides aminés soufrés comme la taurine. Il contient également la glycine qui travaille dans notre phase 2. Donc, il va avoir un côté détoxifiant en plus d'être calmant, en plus de supporter nos glandes surrénales, etc. Donc, ça serait mon choix de magnésium. Les fameuses pierres à la vésicule biliaire, comme on a dit tantôt, il faut faire attention de ne pas prendre les médicaments qui bloquent la production d'acide parce qu'on augmente le risque. Équilibrer nos hormones parce que l'excès d'estrogène est associé aux fameuses lithiases, autant dans la vésicule qu'au niveau de nos reins. Et il y a différentes plantes qu'on peut prendre pour détruire ces pierres. Entre autres, le chardon-marie qui va aider à détoxifier le foie de manière générale, mais on en a une plus spécifique qui s'appelle le Chanca piedra. Le Chanca piedra qui a été très, très bien étudié. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va détruire la matrice de GAG ou de glycosaminoglycans qui maintient les minéraux ensemble. Parce que dans les colilithiases ou les pierres, il y a des minéraux comme le calcium, mais il y a des gras aussi, il y a du cholestérol là-dedans, il y a un paquet de toxines qui sont reliées ensemble avec une matrice. Et donc, en donnant le Chanca piedra, on va dissoudre la matrice et donc ces substances vont être libérées et on va pouvoir les éliminer de manière plus efficace. Donc, des études intéressantes qui ont été faites autant au niveau des hépatites que des calculs rénaux. Il faut, par contre, dans ces cas, en prendre des doses plus élevées que ce que Santé Canada nous permet d'écrire sur l'étiquette. Alors, vous pouvez prendre le Chanca piedra, vous pouvez prendre également le produit qu'on appelle Liver Support, qui va combiner le Chanca piedra avec le chardon-marie, le NAC, N-acétylcystéine, l'extrait de brocoli pour avoir plein de molécules soufrées pour détoxifier nos estrogènes. Encore là, bien important quand on fait de la détox avec des produits performants comme ça, d'avoir travaillé notre paroi intestinale parce que vous comprenez que si l'intestin est poré, vous allez juste recycler les toxines que vous sortez de votre foie. Donc, c'est important de faire les deux en complémentarité ou de débuter par l'intestin et ensuite de procéder au foie. Alors, mine de rien, on a fait le tour de 16 produits ce soir. On a parlé en plus du test et ça conclut. Je vais revenir à notre panneau pour voir si vous êtes là. Je vais activer les micros de tout le monde également. S'il y en a parmi vous qui voulaient rester, les micros de tout le monde sont allumés. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous entende, faites attention parce que, en principe, j'entends
tout ce qui se passe maintenant. S'il y en a qui ont des questions, je vais déjà voir combien de gens sont encore avec nous. Ça a duré un petit peu plus longtemps que ce que je vous avais dit. On est encore quand même 37 personnes présentes. Alors, je vais prendre des questions. Unmute all participants, est-ce que je suis là? Oui. Yes. OK. Donnez-moi juste une petite seconde. Ça n'a pas fonctionné pour ouvrir les micros. Je vais juste aller dans le webinaire comme tel parce que, vous savez, je suis dans le webinaire d'Aware et il est fait comme ça pour que ça soit fermé automatiquement. Et quand j'essaie de l'allumer, ça semble rester. Est-ce que Sophie est encore là? Est-ce que quelqu'un qui pourrait parler juste pour voir si on vous entend? Oui, juste Chantal, je suis là. Que ça parle. Il faut peser sur le piton. Je ne vois pas. Dites-moi pas qu'on va encore avoir ce fameux problème. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends-tu? Ah, c'est drôle, on l'entend pas. Vous m'entendez pas? Je n'entends personne. Ah, j'ai passé la semaine à jouer avec le programme et évidemment, ça arrive quand on est en pleine présentation. Il y a le bouton vraiment pour allumer tout le monde, mais on dirait que le setup est fait comme ça, alors j'arrive pas. Bon, donnez-moi encore 2 petites secondes de votre temps. J'essaie vraiment de mettre tout le monde. People can hear you. Bon. Je peux pas croire. Oh là là. Allô, Chantal? Allô? Bon, malheureusement, je ne pense pas que je vais être capable. On s'entend. Oui, c'est ça. Nous, on s'entend, mais Chantal nous entend de pas. vous entendre parce que, vous savez, on vit le confinement. J'avais hâte de parler avec tout le monde et j'ai tout testé cette semaine, mais évidemment, c'est quand on arrive en personne que ça ne peut pas se changer. Donnez-moi juste encore une petite seconde. Non, c'est vraiment dans le setup du webinaire. Alors, ça a été Comment fait on comme fait ça. pour downloader le document? Bon, alors je suis vraiment désolée. Écoutez, vous avez mon courriel @aware.ca, ma page Facebook Chantal-Anne Dumas, naturopathe, qui est presque toujours en background sur mon ordinateur pendant que je fais des présentations, que je travaille sur le contenu. Donc, je suis facilement accessible à ce niveau-là pour répondre à vos questions et je vais aussi télécharger les questions qui ont été posées durant le webinaire de ce soir et vous revenir. Il y a d'autres webinaires à venir. Je vais mettre aussi dès la semaine prochaine en branle des rencontres virtuelles via GoToMeeting. Donc, où vous aurez vos caméras allumées pour ceux qui le veulent. Sinon, ça peut être aussi juste vos micros. Mais je vais me rendre disponible les jeudis soirs pendant 1 heure de temps pour qu'on puisse échanger ensemble pour répondre à vos questions, vos cas cliniques. Donc, vous offrir un petit peu de soutien et continuer aussi à rester en contact au travers le confinement. Donc, j'espère que tout le monde allait bien. J'espère que vous avez appris plein de choses. Je sais que c'était beaucoup d'informations pour un webinaire. Il y en aurait encore tellement à dire, mais je pense que je vais tout simplement prendre l'habitude d'en faire plus régulièrement. Comme ça, on pourra garder peut-être le temps un peu plus court. Le webinaire de ce soir est enregistré. Donc, pour ceux qui doivent quitter, qui auront dû quitter, etc., vous avez accès à l'enregistrement et vous avez évidemment le document que vous pouvez télécharger. Merci énormément tout le monde d'être là. Merci de nous donner votre temps. Merci d'être là avec nous, de nous encourager à continuer à produire non seulement des produits d'excellente qualité, mais aussi du contenu de qualité pour vous assurer de bien utiliser les produits pour avoir les résultats intéressants et bon, pouvoir performer au niveau de la santé de manière le plus efficace possible, mais aussi d'être capable de justifier nos interventions parce qu'on a des études cliniques
qui nous appuient et qu'on peut parler le même langage que les autres du côté conventionnel et pouvoir créer des ponts parce qu'évidemment, ce qu'on vise tout le monde, c'est une santé optimale. Donc, l'idée, c'est de travailler en complémentarité, d'apporter nos forces, d'apporter nos connaissances, justement, toute cette vision du terrain, d'aller aux causes des causes. Donc, merci tout le monde. J'étais vraiment contente que vous soyez en grand nombre ce soir. Je suis vraiment déçue de ne pas arriver à ouvrir les micros. Je vais régler le problème absolument demain. Je savais comment les ouvrir, mais le setup du webinaire avait été créé comme ça et je n'arrive pas à le transformer durant le webinaire comme tel. Donc, à la prochaine et puis on se parle bientôt, puis je vais répondre à vos questions dans les prochains jours. Merci.